234 jours, c'est le temps qu'il m'a fallu pour traverser la Nouvelle-Zélande de fond en comble. Et j'y ai usé mes chaussures sur plus de 1700 km. J'y ai conduit l'équivalent de 10 fois la distance entre Paris et Moscou, accompagné de mon fidèle DJI Mini 2 qui m'aura permis de capturer ce pays sous ses meilleurs angles. Cet épisode, c'est le grand final, on termine l'exploration de la Nouvelle-Zélande. Je suis à l'entrée d'une grande mine à ciel ouvert et derrière moi, vous voyez les bâtiments, il y a en fait une grande partie de la mine qui a été abandonnée. Donc on va aller se faire un petit urbex en Nouvelle-Zélande, ça fait plaisir parce que j'en avais pas encore fait ici. J'ai pas encore trop trouvé le chemin, je sais pas trop comment on y va. Mais écoutez, on va essayer de se débrouiller, faut qu'on aille là-bas. Bon, malheureusement, comme j'avais pu voir sur le groupe d'Urbex Nouvelle-Zélande, c'est un endroit très très beau mais très difficile d'accès et effectivement là aujourd'hui c'est pas possible d'y accéder, notamment pour la forêt très très dense autour du truc en fait, mais surtout parce que c'est complètement sous l'eau. Donc c'est vraiment, là je marchais déjà vraiment dans des marécages un peu et tout autour c'est complètement sous l'eau. Heureusement, je suis pas venu pour rien, parce qu'on va faire décoller le drone ici, dans la mine de Rotowaro, et on va aller quand même essayer de tirer des belles images, parce que je pense que l'aspect vieux bâtiment abandonné, les pieds dans l'eau, quoi, je pense que ça doit rendre quelque chose de sympa en drone, donc on va aller faire un tour tout de suite et décoller. Imaginez-vous en plein épisode de Fallout. Ce bloc de métal rouillé, c'est l'ancienne usine de traitement de la mine de Rotowaro. On est sur un vestige industriel massif figé dans le temps depuis les années 80, qui semble presque irréel sous cet angle. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'en 1956, ce site était une véritable machine de guerre économique, produisant plus de 300 000 tonnes de charbon par an pour toute la Nouvelle-Zélande. Rotowaro, ça veut dire lac de charbon en maori, et quand on voit ce bâtiment aujourd'hui, vous comprenez pourquoi j'ai pas pu y aller. En tout cas, c'est fascinant de se dire que ce monstre de fer a vu passer des véritables montagnes de roches, et aujourd'hui, c'est plus qu'une carcasse silencieuse rongée par la rouille. On ressent vraiment le poids de l'histoire industrielle ici, et j'adore les images que je suis en train de tourner. C'est le genre de spot qui rappelle que la nature finit toujours par reprendre ses droits. On dirait vraiment un décor de fin du monde, c'est une ambiance de dingue pour commencer la route vers les Northlands. Après cette belle découverte, on repasse par Auckland et on traverse le grand viaduc qui nous permet d'accéder au Northland pour terminer par la dernière région de Nouvelle-Zélande que j'ai pas encore explorée. J'ai fait tomber mon bol de légumes. Et du coup ça va. Heureusement il y a l'aspirateur néo-zélandais qui passe. Ah ouais. Ah ouais. L'armée arrive. Après avoir bien nourri les pigeons, on reprend la route vers le nord. Aujourd'hui, on a pas mal de chemin et on a prévu de se faire quelques arrêts à différentes cascades. Let's go! On commence petit avec une jolie rivière dans la forêt subtropicale pour se mettre dans l'ambiance. Si vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore ce genre de spot. Ensuite, on remonte vers Whangarei, l'une des îles les plus au nord du pays, bâtie sur un ancien volcan éteint. Regardez cette chute de 26 mètres, l'eau s'écrase sur un plateau de basalte vieux de 2 millions d'années. On profite un peu du lieu puis on continue notre journée cascade parce que dans la région c'est pas ce qui manque. Notre prochain arrêt c'est Aruru Falls avec des couleurs complètement différentes des autres chutes.
Ici, l'eau est marron à cause des sédiments et de la terre brassée par les fortes pluies en amont. C'est un phénomène naturel impressionnant qui donne cet aspect boueux super particulier à cette cascade. On est loin de l'eau cristalline, mais le point de vue est vraiment trop cool. On finit notre journée cascade par Rainbow Falls, qu'on atteint après une petite marche dans cette magnifique forêt, et on se fait bien tremper en voulant passer derrière la cascade. La chute doit son nom aux arcs-en-ciel qui se forment presque tous les jours avec la réfraction du soleil dans les embruns. Pour l'anecdote, c'est un site sacré pour les Maoris de la région, et on comprend vite pourquoi en voyant ce cadre. Et petit moment émotion, parce qu'après avoir vu au moins une centaine de cascades pendant le road trip, Rainbow Falls, ce sera la dernière. On est au Waipu Caves. On va aller se faire une petite grotte. Ça va être stylé. Ça fait quelque temps que j'ai été voir une grotte. Il me semble que la dernière fois c'était à Punakaiki. C'était la caverne. Là, vous voyez derrière moi, il y a une entrée là et une autre entrée derrière là. On va essayer, on va aller voir ça. On arrive au Waipu Caves, un réseau de grottes calcaires totalement sauvages et gratuits. Ce qui est dingue ici, ce sont les milliers de vers luisants qui tapissent les parois comme une galaxie souterraine. On va essayer d'aller les trouver. On voit que celle-là est beaucoup plus grande que celle que j'ai déjà faite. C'est très sympa parce qu'il y a une rivière en plus. On va rentrer là. Waouh! On va continuer à s'enfoncer un peu. What the fuck? Pas vraiment une bonne idée. Bon, vous voyez, j'ai enlevé les chaussures pour traverser. C'était trop dangereux de mouiller les chaussures ici. Et je peux vous dire que l'eau est bien froide, mais ça vaut le coup. Regardez la taille de cette grotte. Là, on se rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais le plafond est... Enfin, le haut de la grotte, il doit être au moins à 15 mètres. C'est énorme. Vous voyez tous les stalactites et tout, là, ils sont superbes. Regardez ceux-là, là, comme ils sont beaux. Bon, on va traverser cette dernière petite partie. Ouh, je peux vous dire qu'elle est pas chaude. Oh, 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 oh. Oh, tellement froide, ça me fait mal aux pieds. On va vite sortir de là. Hop. Vous voyez là, ça se rétrécit un peu. On va essayer d'avancer au max qu'on peut. C'est étonnant parce que, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a un arbre. Et je me demande comment est-ce qu'un foutu arbre a réussi à atterrir ici. Oh mon Dieu que c'est froid. Bon, on va pas continuer à suivre plus loin la rivière. Là du coup vous voyez le toit de la grotte et maintenant je vais éteindre la lumière et là-bas. Et il faut savoir que leur lumière bleue, c'est pas là pour faire joli, c'est un piège bioluminescent pour attirer les insectes, c'est une ambiance de ouf, on se croirait sur une autre planète.
aujourd'hui, on est à Kawakawa. C'est la station de train la plus au nord de Nouvelle-Zélande. On va faire un petit tour de 1h30 dans un vieux train diesel, le plus vieux train de Nouvelle-Zélande, enfin de l'île Nord pour le coup. On va faire un petit tour dans les Northlands, ça va être sympa. C'était une journée avec un temps un peu gris et tout, donc on s'est dit il faut qu'on fasse un truc entre guillemets un peu en intérieur, quoi. Donc ça va être pas mal, on va monter dans 5-10 minutes là. La ligne historique de Kawakawa date de 1868 et elle servait à l'époque à transporter du charbon jusqu'au port. C'est parti, du coup on est dans la ville, dans le train, c'est trop fou. Ce train mythique, c'est le Bay of Islands Vintage Railway qui servait à transporter le minerai de Kawakawa vers le port d'Opua. En traversant ces paysages typiques des Northlands, on réalise que c'est la toute première section de voie ferrée de l'île Nord. Là, du coup, on est dans un wagon qui date de 1925. En super état. Regardez ces wagons, c'est une vraie capsule temporelle comme celui-là qui date des années 20 et qui est complètement restauré, c'est super beau. D'après ce que le guide nous a dit, donc juste devant, normalement, il y aurait le plus grand pont courbé en bois de l'hémisphère sud. On va traverser, donc ça va être sympa. Je pense juste d'ici, là, on aura une super vue complètement à l'arrière du train. Il n'y a personne encore, c'est top. On va pas tarder à démarrer. Ça va être bien. Après ce périple hyper paisible qui nous a fait voyager dans une autre époque, la locomotive change de côté pour nous tracter sur le chemin du retour jusqu'à Kawakawa. Aujourd'hui, on est à Waitangi, donc qui est le lieu où a été signé le traité entre les Maoris et le Royaume d'Angleterre en 1840, enfin le Royaume-Uni. Là, donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est la maison de Busby, qui a fait c'est l'un des acteurs principaux du traité qui a été signé du coup en 1840. Le lieu est superbe en fait. Hein. Donc, un territoire qui appartient aux Maoris maintenant, qui a été rendu aux Maoris en 1932. Vous pouvez voir derrière moi la maison dans laquelle on était. C'est super, on est en super vue sur la baie des îles. C'est vraiment un territoire superbe. C'est très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur la signature du traité, sur ce qui s'est passé, que les Maoris et les chefs Maoris acceptent, etc. C'est au cœur du lieu le plus symbolique de toute la Nouvelle-Zélande, à Waitangi, qu'a été signé le traité de 1840 entre la couronne britannique et les chefs Maoris dans cette petite maison que vous voyez juste là. Ce traité de Waitangi, c'est l'acte de naissance officiel du pays. En tout cas, c'est un passage obligatoire pour comprendre l'âme de cette nation. Et juste à côté, on tombe sur la Ngatokimata Waurua, une pirogue de guerre maori monumentale taillée dans des troncs de kaori géants. C'est une super transition avant d'assister au rituel d'accueil maori, je vous garantis que j'en ai encore des frissons.
vous aimez ce genre de découverte insolite, n'oubliez pas de vous abonner, j'adore les partager sur la chaîne. Et sinon, on commence cette journée par une plage un peu atypique. Et tout le sable, c'est que du coquillage. On attaque maintenant l'ascension du Saint-Paul's Rock, et je vous préviens, la montée est super raide et glissante quand le terrain est humide. On a vraiment glissé un paquet de fois avant d'arriver en haut. Le bloc de roche volcanique est un ancien dôme de lave qui servait de poste d'observation stratégique pour les Maoris. Une fois au sommet, la vue à 360 degrés sur la baie de Whangaroa est juste monumentale, et elle nous fait vite oublier la boue. C'est clairement l'un des meilleurs panoramas des Northlands pour se rendre compte du paysage qui nous entoure. C'est un peu venteux, mais on est monté en haut du Saint-Paul's Rock. C'est au sommet. Ouah. C'est pas mal du tout. Encore un arc-en-ciel là-bas. Je sais pas si on voit. On va passer une petite nuit ici à Cartagena avec incroyable. Ça va être très sympa avant de demain aller vraiment jusqu'à la pointe nord cap de la Nouvelle-Zélande et d'aller aussi sur la Big Sand Dune. On va aller voir encore un nouveau type de paysage en Nouvelle-Zélande. Le dernier, je pense, du road trip. Une dernière chose différente encore que je verrai du road trip. Et puis peut-être, s'il fait beau, rouler sur la 90 Miles Beach avec la voiture. Encore un nouveau petit kiff sympa, je pense. Là aujourd'hui, la propriétaire du camping nous a dit qu'il n'y avait aucun souci normalement avec ma voiture, qu'elle a vu des petites voitures y aller avec juste des voitures traction. Donc moi j'ai 4 roues motrices, ça devrait normalement largement le faire, ça va être sympa. Et puis là on va avoir on a le beau soleil, la vue de fou, on va aller faire des petites pizzas, ça va être sympa. Bon, et parce qu'il ne faut pas oublier de bien manger en voyage, on est sur un petit atelier pizza. Avec le petit four à pizza qui est là-bas, on va se régaler. Je crois que c'est l'heure de passer à table. Bon, comme nous l'avait dit la gérante du camping, l'eau est bien montée cette nuit, mais pas de problème pour nous, alors on repart. Aujourd'hui, notre objectif c'est de voir la pointe la plus au nord de la Nouvelle-Zélande. La route est superbe, très vallonnée et pleine de couleurs, en plus on a un super temps, ça s'annonce très bien. On fait une petite pause à la réserve Tepua pour apercevoir la plage géante de sable blanc de Kokota, avant d'aller à la pointe de Kaprenga. Là, on se retrouve à Kaprenga, ça y est, on y est. On est sur la pointe complètement la plus au nord de la Nouvelle-Zélande. On va aller marcher jusqu'au phare, je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez voir déjà le paysage exceptionnel de ce côté-là. C'est Pacifique Sud. Vraiment l'endroit où les deux
mer, océan se rejoignent. C'est exceptionnel comme spot. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'y aller. On y arrive enfin. Kaprenga, la pointe ultime de l'île du Nord, là où la mer de Tasman percute l'océan Pacifique. C'est un lieu chargé d'émotions pour moi, surtout quand on se rappelle que j'étais à Stewart Island il y a quelques mois, à l'extrême opposé du pays et où j'avais eu la chance incroyable de croiser un kiwi sauvage. On sent ici une énergie unique, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus du bout du monde. On y est. Dans le plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Derrière, rien. C'est sublime. C'est vraiment super beau comme spot. C'est un peu venteux. Mais pas trop chaud. Là, encore un changement de décor de fou, le dernier je pense du pays. Te Paki, Big Sand Dune. Regardez ça, on a l'impression d'être le Sahara. Donc on va monter tout en haut. Je sais pas combien de temps on va marcher, on va aller voir ce qu'on peut faire. Mais wow. C'est exceptionnel. Les dunes de Te Paki, c'est un désert de sable géant qui n'a rien à envier à notre dune du Pila. C'est le spot parfait pour réaliser la diversité de dingue de ce pays. On passe des glaciers aux forêts subtropicales, des terres volcaniques sombres aux fjords majestueux, sans oublier les collines verdoyantes et les plages paradisiaques. La Nouvelle-Zélande n'est pourtant pas très grande, mais c'est une merveille quand on voit la beauté de ses paysages, et ils me surprendront jusqu'à la fin avec cette immense dune de sable qui se jette dans la mer de Tasman. Ah, qui aurait cru qu'il y avait ça en Nouvelle-Zélande encore? Après la jungle, les volcans, les montagnes enneigées, et les dunes de sable maintenant. En 8 mois, 8 mois j'ai découvert des choses ici sans presque jamais m'arrêter. Jusqu'au dernier jour. C'est exceptionnel. Allez, on monte. Après cette balade hyper surprenante dans les dunes, on reprend la voiture pour notre dernière aventure à Kaprenga. Je vous garantis que vous allez être surpris, mais avant, on fait une jolie rencontre sur la route. Dans les Northlands, on croise des chevaux sauvages de Te Paki, des descendants directs des montures échappées des élevages coloniaux du 19e siècle. Ils vivent ici en totale liberté, galopant entre les dunes et la forêt. On arrive sur 90 Miles Beach, la plage qui fait du coup 90 miles et qui longe Kaprenga du nord au sud. C'est une plage sur laquelle on peut rouler. La propriétaire du camping dans lequel on était me dit que c'était un peu comme une autoroute et tout. Donc on va aller voir ça, on va arriver dessus là, quelques mètres. Ça a l'air très sympa, j'ai mis les 4 roues motrices. Et là on est dessus, ça y est. On va aller faire des petites accélérations sur la playa. On enchaîne sur 90 Miles Beach, une plage monumentale qui est officiellement reconnue comme une autoroute publique en Nouvelle-Zélande. C'est un pur kiff de rouler à fond sur le sable avec la mer de Tasman à perte de vue. Attention quand même, faut bien surveiller les marées si vous voulez pas que votre voiture finisse en épave. En tout cas, c'est un sentiment de liberté totale, le genre d'expérience qu'on ne peut vivre qu'ici.
est toujours dans les Northlands. On va voir le plus gros arbre kaori de Nouvelle-Zélande, le Tane Mahuta, qui est un arbre de plus de 2000 ans, un arbre sacré pour les Maoris. Donc j'ai hâte, j'en avais déjà entendu parler dans un documentaire. On va aller voir ça tout de suite. Les kaoris sont les rois de la forêt néo-zélandaise. Ces colosses peuvent vivre plus de 2000 ans et ont un tronc massif sans branches basses. Et rappelez-vous, on en parlait tout à l'heure, le bois imputrescible et la résine des kaoris servaient autrefois à construire les pirogues des Maoris comme celles qu'on a vues à Waitangi. Dans la forêt, on tombe sur un keruru, le pigeon géant de Nouvelle-Zélande, reconnaissable à son plumage vert brillant et à son ventre blanc. On n'en a pas des comme ça à Paris, moi je vous le dis. Puis on aperçoit enfin le Tane Mahuta, le seigneur de la forêt qui date de l'époque de Vercingétorix. Avec ses 51 mètres de haut et son tronc de 14 mètres de circonférence, c'est le plus grand kaori vivant au monde. Pour les Maoris, il est le fils du ciel et de la terre, celui qui a séparé ses parents pour laisser entrer la lumière et créer la vie. On reste sans voix devant une telle force de la nature. Petit vlog instant émotion. C'est la dernière fois que j'ai fait le lit dans la voiture. Parce que demain matin, donc je vais voir la future propriétaire de la voiture pour lui passer les clés. Et donc voilà, c'était un peu... ça va être ma dernière nuit de van life, on va dire, ce soir. Tout seul en plus, pour finir le road trip du coup, parce que j'ai fait toute la route depuis Auckland jusqu'à presque Martinborough. Donc j'ai fait 500 km là. Et voilà. Et puis après, on prendra le bus pour remonter jusqu'à Auckland et finir les 4 derniers jours en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc on s'approche dangereusement de la fin de cette aventure incroyable. Mais bon, avant ça, on va profiter de la dernière nuit ici quand même. Et puis on se reverra demain. Une fois la voiture vendue, on se retrouve à Auckland avec Cécile pour profiter de notre dernière journée dans ce merveilleux pays qui m'aura tant offert. Je vous cache pas que les émotions à ce moment, c'était quelque chose. Mais enfin, il faut encore qu'on finisse nos bagages pour pouvoir embarquer. La différence entre des bagages pour 8 mois, pour moi, En Nouvelle-Zélande. et pour Cécile. Voilà. Et voilà, 8 mois après, retour à l'aéroport d'Auckland. C'est parti récupérer notre avion direction Paris. Bon, on est dans le couloir pour aller prendre l'avion. Ça y est, c'est la fin du road trip. Un petit détour par San Francisco. Et puis on arrive en France d'ici un peu plus d'une trentaine d'heures. Voilà, la fin de l'aventure. On part finalement pour bien plus que 30 heures de voyage parce qu'on savait pas encore que nos vols auraient un problème et qu'on passerait plus de 10 heures bloqués à San Francisco, mais bon. À ce moment, on jette un dernier regard sur l'île Nord avec une petite larme à l'œil et on dit au revoir à la Nouvelle-Zélande. Et je dis bien au revoir parce qu'une chose est sûre, je ne peux pas ne pas revenir dans ce pays que j'aime tant. Et voilà, mon tour de Nouvelle-Zélande est terminé après 234 jours passés sur ces îles extraordinaires. C'est étrange comme sentiment. Un mélange de joie d'avoir bouclé ce périple et une pointe de tristesse quand il se termine. Si je devais garder que quelques images, ce serait l'émotion pure face aux kiwis sauvages sur Stewart Island, la claque que je me suis pris en arrivant au sommet du Tongariro, les incroyables rencontres de Jamie, Josh, Seb, Jonah et tous les autres, puis il y a aussi le road trip en camping-car avec Michel et mon père qui m'ont rejoint, et à la fin, l'exploration à deux avec Cécile à travers toute l'île Nord. Pour ceux qui rêvent de faire ce voyage, il n'y a qu'une chose à dire, foncez. Cette aventure aura changé ma vie, ma vision du monde et mon rapport à la nature. La Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est le plus beau pays du monde en termes de diversité de paysages. Les kiwis sont extrêmement accueillants, généreux et ils ont une culture ultra riche. Prévoyez au moins un mois si vous ne voulez pas rater l'essentiel et préparez votre itinéraire à l'avance, mais gardez une place pour l'imprévu, c'est essentiel ici comme dans tous vos voyages. Et maintenant, je veux dire un immense merci.
Merci à vous derrière votre écran, vos messages, vos encouragements, votre présence à chaque épisode. Vous réalisez pas à quel point ça m'a motivé à aller au bout de ce projet fou imaginé il y a 5 ans, avec pour but de documenter mon road trip de 8 mois et d'en faire un film complet. Si cette aventure vous a plu, c'est le moment de laisser un dernier gros pouce bleu à la Nouvelle-Zélande et de vous abonner pour ne pas louper la suite parce que vous le savez maintenant, c'était que le début de mes aventures à travers le monde.